nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session. Et on commence avec les Boston Celtics qui restent en vie. Boston, grosse réaction d'orgueil lors de ce Game 5 à Boston. Victoire des Celtics contre les Knicks 127-102. Pas de Jason Tatum, mais grosse réaction d'orgueil. Plusieurs joueurs qui ont step up, Théo. Et finalement, une victoire très convaincante des Celtics. Une très belle victoire et c'est fou en fait la différence que ça fait quand tu joues avec du rythme. Enfin, et c'est honteux parce que je vais pas dire que jamais de la vie cette équipe est plus forte sans Jason Tatum. Bien sûr que c'est pas le cas, mais c'est toujours assez marquant de noter quand une équipe est privée d'une star ou d'un joueur majeur, comment ça force chacun à se sentir plus concerné. Tout le monde sait aussi qu'il va avoir un plus gros rôle, plus de temps de jeu. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette très belle victoire de Boston, c'est le rythme en fait. Le rythme, l'intensité qu'il y a eu sur chaque possession. J'ai pas retrouvé, tu sais, ces moments où tu as l'impression que chacun se regarde un petit peu, qu'il y a des dribbles qui servent à rien sur place parce que un tel ou un tel est en train de se préparer à prendre un tir à 3 points en step back. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas ça. Mais j'ai trouvé que New York avait bien commencé aussi le match, mais c'est Boston qui a vraiment su tenir ce rythme tout du long avec, comme tu l'as dit, des joueurs qui ont step up, qui ont répondu présent. C'est même à se demander, quand on voit les deux matchs gagnés par Boston sur cette série, c'est deux matchs où ils ont vraiment essayé de faire un match offensif. Les autres matchs, on a l'impression qu'ils ont voulu faire un match au combat. Alors, je sais que les Knicks, je pense que le point fort des Knicks reste quand même, a priori, en tout cas en saison régulière, leur performance offensive. Mais si tu es les Celtics, là, Théo, est-ce que tu te dis pas que quelque part, ça marche quand même nettement mieux de jouer sur des matchs un peu faux follets où tu te dis, ils vont pas tenir notre adresse. On va être plus. Alors, je parle là dans l'optique où tu avais encore Tatum, mais même imaginons maintenant, on reste dans cette configuration. Est-ce que c'est pas mieux, selon toi, pour Boston, de se dire, non, mais on met plein de rythme, on fait un match offensif, ils vont nous suivre, parce que aussi, après tout, ils vont se dire que c'est leur force, mais nous, on a plus de puissance de frappe qu'eux. Mais si, je te rejoins, d'autant que Boston est bâti pour pouvoir faire les deux, en fait. Moi, c'est ça qui m'étonnait le plus, c'est que cette équipe, elle est bâtie pour pouvoir défendre agressivement et en même temps pour pouvoir être une très forte équipe d'attaque. Et ce qui était gênant, en fait, alors, encore une fois, je comprends le débat que ça peut poser, le nombre de tirs à 3 points, mais le nombre de tirs à 3 points me gêne pas pour Boston. C'est pas le nombre, encore une fois, c'est vraiment la manière dont ils sont générés et le fait ce manque de rythme, ce manque parfois de jouer la relance tout simplement, d'essayer aussi parfois de quand même, pas tant sur le nombre de tirs à 3 points, mais d'être à ce point omnubilé par ça que t'en oublies des fondamentaux, en fait. Et là, ce qui était intéressant, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'alternance, en fait, dans le jeu de Boston, hier soir, d'agressivité vers le cercle dans un premier temps pour ensuite créer des décalages. Et derrière, si t'es ouvert, bien sûr que tu dois les prendre. Ton équipe, elle est bâtie pour ça. Je pense qu'on n'a jamais demandé, ni toi ni moi, à Boston de réinventer sa manière de jouer ou même de se mettre à prendre beaucoup moins de tirs à 3 points. L'idée, c'est de prendre les meilleurs tirs ouverts à ta disposition. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'alternance, vraiment, du côté de Boston hier soir. Et d'ailleurs, en parlant de 3 points, ils en ont mis 22. C'est vrai qu'ils en ont mis un paquet. Ils en prennent 49. 22, je crois que c'est le record de franchise en playoff. Il y en a 7 pour le seul Derrick White, qui est fini avec 34 points. Il y a Jalen Brown qui a vachement step up. On l'attendait. Il n'y a pas Tatum. On se dit, maintenant, c'est toi le boss, en tout cas la première option désignée. Alors, il finit pas meilleur marqueur, mais il met 26 points avec 8 rebonds, 12 passes. Et il a été beaucoup plus tranchant que dans les matchs précédents parce que jusqu'à présent, Jalen Brown, il faisait quand même une série mauvaise. Ouais, c'est ça. J'ai cherché un euphémisme, mais après j'ai dit non, vas-y, c'est quoi? Faut être honnête dans l'adresse et tout. Je crois qu'il était à 36%, 21% à 3 points. Ça, c'est ses pourcentages au tir sur les 4 premiers matchs. Là, il a été très bon dans le leadership, très bon en défense, etc. Autre joueur dont j'ai envie de parler, Luke Cornette. Je ne sais pas sur lequel des trois tu voudras réagir, mais Luke Cornette, super passage, tu parlais d'alternance. Lui à l'intérieur, 10 points, 9 rebonds, 5 sur 5 au tir et 7 blocs. Il a été très très bon. Non, il a vraiment été excellent. Je suis d'accord pour les 3 joueurs dont tu parles. Hein. Derrick White, exceptionnel, mais limite, c'est pas surprenant. Jalen Brown, il a joué comme un leader. Ça non plus, c'est pas surprenant, honnêtement. C'est vrai que j'ai l'impression que, pour une raison ou pour une autre, dès qu'il baisse un petit peu de niveau pour blessure ou même s'il passe à travers d'un match, j'ai l'impression qu'on repose des questions toujours sur son tempérament. Est-ce qu'il peut vraiment gérer? On va voir ce que ça donne Boston si c'est lui la seule star. Et je trouve ça un petit peu injuste, en fait, d'une certaine manière, que ces discussions-là ressortent. Hier, je l'ai trouvé très bon, notamment les 12 passes, 8 rebonds, 12 passes. Franchement, c'est vraiment un très gros match. Et ouais, Luke Cornette, ouais, ça reste un vrai joueur de basket, 5 sur 5 au tir, il a rien raté, rien gâché. Et puis, moi, j'ai aimé cette réaction de Boston parce que c'est une réaction d'équipe championne, en fait. C'est une équipe
ils se sont dit après tout, pourquoi les gens disent qu'on est soft, mais on n'est pas soft, on est champion NBA, on va montrer ce dont on est capable, et si on doit perdre, on perdra, mais par contre, on va perdre les armes à la main. J'ai vraiment eu le sentiment que c'était ça le discours et l'attitude dès le début du match, et tout le monde était hyper focus dans une équipe qui était chauffée à blanc. C'est un beau match de Boston, parce que d'une certaine manière, alors je dis pas que c'est le cas, hein, les Knicks ont toujours l'avantage, mais tu renverses la pression, parce que je trouve Tu que sais que le c'est prochain match est. Ouais, le pardon, prochain vas-y. match qui sera. Non, non, mais t'as raison. Le prochain match qui sera à domicile pour New York, limite, ça te met plus de pression, je trouve, que d'aller devoir jouer un match à l'extérieur dans ce moment-là où tu dis, bah non, il faut qu'on prenne celui-ci, parce que sinon, on retourne à Boston pour un match 7. Personne n'a envie de ça. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle réaction du côté de Boston. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le prochain match, énormément de pression sur New York. Presque plus que sur Boston, en fait. C'est comme quand ils étaient menés 3-0 par Miami. Tu sais Ouais, que tu es face à l'histoire. Tu es un peu relâché. Il y a une partie de toi qui est bon, bah. Tu vois, tu es déjà en train de process, je pense, dans ton esprit la défaite sans avoir complètement perdu. Et je pense que ça t'aide à te relâcher. On le voit souvent, en fait, cette situation. Et comme tu l'as dit, les Celtics, c'est quand même une équipe qui a du caractère. Les Knicks aussi, hein, d'ailleurs. Hein, c'est là où on verra aussi d'ailleurs le caractère des Knicks. Enfin, je pense que le caractère des Knicks, on l'a déjà vu. On verra peut-être plus leur capacité à gérer la pression. Parce que sur les 2 premiers matchs, New York a aucune pression. À partir du moment où ils gagnent le premier, c'est parfait pour le deuxième. Donc, ils gagnent déjà le deuxième. Ils sont dans une position incroyable. Celui où il y avait presque un peu de pression pour New York, c'est le Game 4. Et ils sont allés le chercher. Et ils sont allés le chercher en patron. Donc, ça, ils avaient fait preuve de caractère là. Effectivement, il peut y avoir de la pression. Les Celtics, ils ont, comme tu as dit, dans leur poche arrière, cette idée de ah, mais si on gagne celui-là, le Game 7, il est chez nous. On sera sur 2 victoires de suite. Ça va commencer à douter du côté de New York. Peut-être qu'on aura trouvé une formule. Je reparle de Cornet. Il apporte ces 7 contres-là. Il apporte ce que Porzingis est censé apporter. Alors, Porzingis, il a commencé dans le 5 majeur à la place de Tatum. Il n'a pas pu jouer du tout en seconde mi-temps parce qu'il n'arrivait pas à respirer. Donc, il y a quand même des vrais problèmes de santé en ce moment chez Porzingis. Mais si Cornet peut apporter cette protection du cercle et autour, bah, tu as toujours les Horford, White, Holiday qui a aussi bien rebondi. Lui aussi fait un bon match. carrément. Holiday, très bon match de Jrue Holiday. Derrick White, je trouve que depuis le début de la série, c'était peut-être celui qui était le plus régulier du côté des Celtics. Voilà, ça peut être intéressant pour Boston. Après, là, c'est tombé sur un match où Bronson est sorti sur 6 fautes. Il a pris des fautes. Kat a pris. Je sens que tu vas parler de cette 3e faute de Karl Anthony Towns. En fait, Je te laisse commencer. alors déjà, en préambule, je trouve que ces 2 derniers matchs de la série sont des matchs où ça joue mieux au basket que les premiers matchs de la série, des deux côtés. Et même New York a plutôt bien joué, en fait, pendant une partie du match. Karl Anthony Towns et les fautes, j'avais cette discussion avec Guillaume Laroche, le directeur de la publication de Rivers et qui est fan des Knicks. Je trouve que globalement, en fait, sur ce début sur cette série, Karl Anthony Towns fait des efforts en défense. Dans le match précédent, il y a des moments où clairement tu vois que dans sa tête, il se dit fais pas la faute, et il fait pas la faute. Et d'autres moments où il fait quand même des fautes débiles, quoi. Et c'est pour moi, en fait, je savais qu'on allait en parler tous les deux, Antoine, ce matin. Hein. En fait, j'ai trop eu des coéquipiers comme ça, où tu sais qu'il y a une situation où tu sais que le gars, soit il est battu, soit il peut pas te tenir, en fait. Il va te faire une faute de boucher à la con à l'entraînement, tu t'énerves, tu te dis, mais à quoi ça sert? T'es battu. Tu sais que t'es battu. Jamais t'arrives trop tard ou tu sais que tu peux pas me rattraper. Laisse filer, à quoi ça sert, quoi. Et en fait, Karl Anthony Towns, alors là, c'est un match, c'est pas un entraînement, mais au bout du compte, mieux vaut que tu laisses marquer un panier à 2 points, mais que ton coach puisse te faire jouer sur les moments où il a besoin de te faire jouer. Et ouais, les fautes de Karl Anthony Towns, en fait, je pense que dans sa tête, il pense qu'il est un meilleur défenseur qu'il n'est, quoi. Fait que les moments où toi, tu sais devant ta télé, tout le monde sait, en fait, que t'es battu, il va quand même essayer de venir perturber les moments où t'es quelqu'un, c'est même pas son joueur qui est en train de pénétrer, il va mettre la main comme s'il allait pouvoir prendre le ballon de manière propre. Tu sais, ça lui est jamais arrivé de sa carrière, je garantis. Ou peut-être quand il était au lycée, tu vois, ça lui est jamais arrivé. T'as envie de te dire, mais arrête de faire ça, parce que sinon, je trouve que c'est un joueur qui fait des efforts. C'est pas son domaine. Il fait des efforts, mais ces erreurs-là sont tellement criantes que ça donne envie de péter des plombs. Et quelque part, Jalen Brunson a joué avec le feu aussi. Il a joué aussi avec le feu parce qu'à un moment, il commence à les prendre. C'est dans le 3e quart-temps, je crois qu'il prend quasiment 4 fautes de suite ou un truc comme ça. Manque de lucidité, je pense. Ouais, la 3e de Towns, elle est terrible. C'est un geste de frustration sur White. Ça le force à sortir. Alors, c'est pas là où Boston creuse l'écart parce qu'en fait, la première mi-temps,
je crois que ça se termine à égalité. C'est 59-59 ou 58-58. Ouais, c'est ça. Mais c'est un moment où New York a 9 points d'avance quand même. Où il doit rester, où je ne sais plus s'ils sont encore exactement à 9 points d'avance quand Kat prend la troisième. Mais sa sortie, derrière, ça coïncide avec le moment où Boston recolle au score dans ce deuxième quart-temps. Et qui sait, il y avait peut-être la place pour prendre 15 points d'avance. Alors, ça ne veut pas dire que New York l'aurait emporté, mais tu vois, tu te mets tout le match, en fait, après, prend une autre physionomie. Et ça a été un moment un peu clé, j'ai trouvé, quand Thibodeau a été obligé de sortir 4. Après, c'est effectivement dans le troisième quart-temps et en deuxième mi-temps, globalement, que Boston a creusé l'écart. OG Anunoby a été très maladroit, il fait 1 sur 12. Michael Bridges a été très bon dans le premier quart-temps, puis a disparu ensuite, il finit à 4 sur 14. Et après, il a complètement disparu, parce que justement, il commence ce premier quart-temps un petit peu comme il avait fini le match précédent, et derrière, il disparaît. Et l'adresse d'Anunoby et de lui... c'était dramatique. Anunoby, même, c'est pas juste l'adresse, c'est parfois même les moves. J'ai l'impression qu'il tente des trucs. Tu vois la fameuse phrase je sais pas si tu vois ce truc de Patrick Ewing quand il était coach avec Georgetown, coach à Georgetown, là, où il prend un temps mort et il gueule sur un joueur et dit mais ce move-là, tu l'as déjà fait à l'entraînement? Est-ce que tu l'as déjà fait à l'entraînement, ce move-là? Tu le travailles à l'entraînement? Il pète un câble pendant 20 secondes. Et il y a eu au moins deux moves de Anunoby. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Jamais on ne voit faire ça, quoi. Très, très étonnant. Bon, en tout cas, les Knicks vont devoir réagir lors du Game 6 pour pas laisser... Ouais, vas-y. Pardon, je vois juste 2 mots. Un pour Josh Hart, qui a été exceptionnel du début à la fin du match. Et l'autre pour Mitchell Robinson, qui a fait 100% au lancer franc, qui a quand même... qui a été... très très bon, et ça, quand même ses qualités de rebondeur offensif, c'est assez exceptionnel, et il fait un truc que j'ai rarement vu faire depuis Elton Brand dont c'était la spécialité, c'est qu'au rebond offensif, au moment du tir, il va se mettre sous le panier, limite derrière la planche, et au moment où la balle touche le cercle, il recule en fait. Tu vois, au lieu d'être au combat avec l'autre rebondeur pour la position préférentielle, il se met carrément sous le panier, et au moment où le ballon touche le cercle, il se met à reculer pour se retrouver d'office en fait dans une position préférentielle, et une qualité de main quand même. Il a été chercher au moins 2 rebonds vraiment très durs du bout des doigts. Enfin, je sais que ça se voit pas, enfin, il prend 13 rebonds, dont 6 offensifs. il prend 13 rebonds, 6 offensifs, mais il a fait un super match, vraiment. Il a fait la célébration Night après avoir mis son 6e lancé, parce que ça faisait 6 sur 6, sachant qu'il y avait 12 points de retard, je crois, à ce moment-là, pour New York. Je crois que le gars n'a pas compris le concept. Ça, c'est un grand nom. C'est pas juste nom, c'est un grand nom. Non, mec, t'as pas le droit. Un de mes meilleurs potes qui s'appelle Olivier Richomme, qui écrivait dans Rivers, m'a envoyé un texto juste, rien que pour ça, pour me dire ça, c'est pas possible. Les autres joueurs qui portent pas un maillot des Warriors et qui font la célébration Night, c'est impossible, et je partage. Et puis Mitchell Robinson, quoi. C'est pas le mec le plus adroit de la ligue quand même, pas se mentir. Parce que franchement, il met les 6, mais il y en a, tu sais pas trop comment. Je trouve qu'il shoot un peu plus vite qu'avant quand même. J'ai pensé à toi, je me suis fait la même remarque. J'ai pensé à toi, à cette conversation qu'on avait eue sur le fait que Giannis tire ses lancers francs trop lentement. Et effectivement, il shoot plus vite, mais il arrive quand même, c'est marrant, même en faisant un geste plus rapide, il arrive quand même à shooter tout droit. C'est le seul mec qui met des paniers en ligne droite. Ouais, mais tu vois, lancer de fléchette à la base, tu vois, le geste du coude pour lancer de fléchette, c'est plus ou moins le même que quand tu tires. Par contre, lui, c'est vraiment tout droit, quoi. C'est vraiment, tu sais, ça peut finir sur le cercle, ça peut finir en dessous, tu sais pas, mais bon, c'est rentré pour Mitchell Robinson. Je te propose qu'on passe sur l'autre match. Je disais juste quand même, New York va devoir Game 6, voilà, en Game 6 au Madison Square Garden, il y aura beaucoup de pression. Les Celtics, je suis presque d'avis, moi, de penser qu'ils ont presque rien à perdre à ce stade, en fait. Je sais que ça peut être bizarre de dire ça, mais tout le monde a acté que tu es éliminé, tu sais, ta tête est déjà, il y a une partie de ta tête avec la blessure de Jason Tatum, même si j'imagine que dans le groupe ils se disent forcément non, mais on peut être champion, tu vois. Ils ont un ego, c'est des compétiteurs, et tu te doutes bien qu'il te manque quand même un joueur majeur. Ça peut débrider cette équipe, et ça s'est vu dans le rythme effectivement sur ce match. Je te propose qu'on passe du coup au deuxième match, celui où là il n'y a pas eu de miracle. Victoire de Minnesota contre Golden State, 4e victoire de suite des Timberwolves, qui gagnent cette série 4-1. Ils avaient perdu le premier match depuis Stephen Curry s'est blessé. Il y avait hier soir, il a commencé à avoir un petit espoir, ouais, peut-être qu'il va pouvoir jouer le Game 6.
Alors, les Timberwolves n'ont pas laissé cette chance. Victoire 121-110 et encore, comme lors du match précédent, le score est un peu flatteur. En vrai, Minnesota a quand même dominé globalement cette rencontre. Il y avait 15 points d'avance à la pause. Bref, les Timberwolves finissent le job, quoi. Les Warriors se sont bien battus. Encore une fois, je trouve que Steve Kerr a vraiment coaché dans cette série. Il a tenté des choses, des line-up. Là, à un moment, ils ont fait une boîte sur Anthony Edwards avec Kuminga, vraiment qu'il coupait complètement du ballon. Il a forcé Chris Finch à coacher. Il a forcé les joueurs des Wolves à voir et à lire différentes situations. Mais voilà, honnêtement, j'ai eu le sentiment en regardant le match que dès le début, tu vois, même quand c'est serré, j'y ai pas vraiment cru. J'ai pas senti, tu vois, l'espèce d'élan ou de feu qu'il aurait fallu aux Warriors pour renverser la situation, ce qui est plutôt positif pour l'avenir. Alors, non, déjà, pardon, avant d'être positif, c'est quand même c'est dramatique en fait pour les Warriors parce qu'ils savent que le nombre d'opportunités qu'il leur reste avec Stephen Curry se réduit d'année en année. Là, ils avaient une opportunité peut-être d'aller loin. Alors, je pense pas que malgré tout, je les aurais pas vus champions NBA, mais vraiment de se battre et de poser des problèmes à plusieurs équipes. Ça se termine comme ça. Stephen Curry qui a rarement, même j'ai de souvenirs, tu vois, j'ai pas souvenir de l'avoir vu blessé en playoff. C'est juste l'âge qui te rattrape. Donc, il y a eu l'année du titre, mais au final, Jordan Poole avait... Non, c'était... L'année du titre, il sort du banc, si, mais il revient en fait, c'est l'inverse. Il revient, blessé, voilà, puis il c'est revient. ça, Voilà. exactement. Ouais, exact, il sort du banc même. Mais non, t'as raison. Mais sinon, non, ce qui est positif, c'est Brandin Podziemski qui est enfin sorti de son shooting slump, comme ils disent, là, de sa panne d'adresse, qui a montré des belles choses. Jonathan Kuminga qui a encore été bon, en tout cas en termes de scoring. Donc voilà, c'est tout de suite obligé de te projeter pour la suite. Podziemski, tu le gardes. Kuminga, il a certainement retrouvé de la valeur. Donc je pense pas que ça sera pour les Warriors parce que quand même, c'est... Honnêtement, des fois, c'est comme ça en fait. Je pense que Steve Kerr a aucune confiance en Jonathan Kuminga. C'est pas son type de joueur. Mais par contre, au moins, il a retrouvé de la valeur. Ça fait que tu peux peut-être réfléchir à un sign and trade cet été ou quelque chose comme ça pour ne pas simplement le voir partir. Alors moi, j'ai des trucs là-dessus. Je te l'ai pas annoncé dans le programme, mais j'ai tout un truc là-dessus à évoquer. Okay. Mais ça dépend si tu veux encore parler du match ou pas. Est-ce qu'on parle par exemple un peu des Timberwolves? Les Wolves quand même, bien sûr. Vas-y. Gros match de Julius Randle, 29 points, 8 rebonds, 5 passes, 22 points, 12 passes pour Anthony Edwards. Rudy Gobert aussi a mis 17 points en pesant dans la peinture. Voilà, une équipe de Minnesota. C'est vrai qu'au final, à chaque fois, vu qu'elle a joué contre les Lakers et contre les Warriors, qui sont des franchises avec un statut particulier. On a souvent parlé de leurs adversaires ou même des échecs de leurs adversaires, mais c'est vrai qu'évidemment, rendons encore une fois du crédit aux Timberwolves. C'est une équipe qui joue, quoi. Pour le coup, c'est une des plus impressionnantes depuis le début des playoffs. Et d'ailleurs, avec les Pacers, ils ont toutes les deux le meilleur bilan. C'est les deux premières équipes qualifiées. Elles ont perdu que 2 matchs. Pour l'instant, 8 victoires en 10 matchs. Et Minnesota trouve quasiment toujours des solutions pour gagner au final. Ouais, complètement. En fait, cette équipe, elle a beaucoup d'atouts et elle a montré qu'elle pouvait s'adapter à énormément de situations. Encore une fois, je rends hommage à Chris Finch, super coach. Vraiment, moi, je suis de plus en plus impressionné par ce qu'il est capable de faire et par ses joueurs. Et Rudy Gobert, je sais que c'est pas son truc, mais honnêtement, il serait vraiment en droit de mettre un petit post assez sarcastique sur les réseaux sociaux au sujet de Draymond Green. Il termine encore avec le plus gros plus-minus de tout le match hier. C'est... Voilà, je suis content honnêtement d'une certaine manière pour Rudy Gobert qui, sans qu'on se l'explique vraiment, est pas apprécié de ses pairs. Aux Wolves, il est apprécié par les Wolves. Le GM l'a fait venir et on s'est foutu de la gueule longtemps, enfin pas spécialement nous, mais il s'est fait allumer longtemps pour tout ce qu'il avait dû lâcher pour récupérer Rudy Gobert. Au bout du compte, ils font 2 finales de conférence de suite. Il n'y a pas beaucoup de trades qui te permettent de faire ça à coup sûr. Ça leur était jamais arrivé d'ailleurs dans l'histoire des Timberwolves de jouer 2 finales de conférence de suite. Quand même une équipe qui a eu Kevin Garnett pendant une dizaine d'années. Ils n'ont jamais été aussi loin 2 années de suite et ça en dit long sur la qualité de cet effectif des Timberwolves dont on aura l'occasion du coup de parler encore un peu plus. C'est vrai qu'on parle par petits bouts à chaque fois, mais on pourra reparler des Timberwolves notamment quand on fera la preview de la finale de conférence, puis après pendant les finales de conférence, puis il va savoir jusqu'où ira Minnesota. Mais impressionnant depuis 2 ans et je te rejoins complètement sur Gobert et sur le GM Tim Connelly qui fait quand même un sacré boulot, que ce soit à Denver et maintenant à Minnesota. Sacré perf et ce groupe des Timberwolves là, le top 8 de Minnesota, je le trouve vraiment, tu sais que tu as 8 joueurs super fiables, on l'a déjà dit, mais
Je trouve que c'est super important et c'est super intéressant pour eux d'avoir constamment ce top 8 qui évolue à un très bon niveau. Du coup, je vais te parler des Warriors. Et j'ai envie de te dire, et j'y crois très sincèrement. C'est-à-dire, c'est pas juste je suis en train de provoquer, je crois vraiment que ce que je vais dire, c'est une possibilité. Je dis pas que ça va arriver, je dis que c'est une possibilité. Et la dernière fois que j'ai tenté un trade pour les Warriors, ça a bien fini parce qu'on a eu littéralement exactement ou à peu de choses le trade. Alors je tente ma chance une deuxième fois. Je pense vraiment, sincèrement, que Golden State est une vraie destination potentielle pour Giannis Antetokounmpo. Et je vais te dire pourquoi. En fait, tout dépend de si c'est les Bucks qui décident de le trader. Et là, dans ce cas-là, ça ne sera pas Golden State. Ou si c'est Giannis Antetokounmpo qui demande son trade. Et là, dans ce cas-là, on peut imaginer, même si les Bucks ne seraient pas obligés, on peut imaginer qu'il aura un droit de regard sur sa destination. C'est ce qui s'est passé pour toutes les dernières stars. Et pour l'instant, on a l'air de se diriger vers ça, parce que Milwaukee a l'air d'essayer de vouloir le convaincre de rester. Donc ça veut dire que Milwaukee n'est pas dans l'optique de le trader. C'est plus lui qui serait dans l'optique de partir. Il y a une rumeur qui est sortie hier. Pour l'instant, les Warriors, ils ne sont même pas dans les codes des bookmakers, ils ne sont même pas cités. Je vous parie que leur code va monter. Ça parie, je suis prêt à le parier que la cote des Warriors va monter pour Giannis. Il y a eu une rumeur comme quoi, on sait qu'Giannis et Stephen Curry sont proches. On a déjà vu la complicité entre les deux. Il y a un truc qui est sorti récemment, sur The Athletic en plus, donc source très solide, comme quoi Giannis s'est pointé en février à une fête de Stephen Curry, il s'est pointé par surprise, et il aurait quand même clairement fait comprendre qu'il était prêt à jouer un jour dans le futur avec Stephen Curry, sachant que Stephen Curry a 37 ans, le futur c'est proche. Je vais te laisser la parole, hein, Théo. Mais pourquoi je pense qu'il y a un vrai moyen, c'est qu'en fait, les Warriors, ils ont plus d'atouts à offrir que ce qu'on pense. Ils n'ont pas une offre qui peut battre celle des Rockets ou celle des Spurs. Je pense que les Spurs, c'est surfait l'intérêt des Spurs. Je dirais qu'OKC a le meilleur package, mais OKC est bien parti pour aller quand même loin dans cette compétition. Et OKC a la plus jeune équipe de la ligue. Je serais surpris que le Thunder change son équipe. Par contre, les Warriors, tu sais combien ils ont de pics à offrir? Ils en ont 9, Théo. Ils ont 4 pics qui peuvent échanger, les leurs, dont certains au-delà de la retraite de Stephen Curry, même s'il y a Giannis, ça peut éventuellement intéresser les Bucks, et ils ont 5 swaps. Donc ils peuvent avoir 9 picks à offrir, et comme tu l'as dit, Jonathan Kuminga, il a repris de la valeur. Il faut savoir que Jonathan Kuminga, il va être restricted free agent. Je vais te laisser la parole là-dessus, j'ai d'autres choses que je peux ajouter, mais je vais d'abord te laisser la parole. Kuminga, il est restricted free agent, donc les Warriors peuvent, enfin il va le devenir, les Warriors peuvent s'aligner sur n'importe quelle offre. Par contre, il se trouve qu'il n'y a quasiment aucune équipe qui a la place sous le cap pour offrir plus de 20 millions à Kuminga. Donc Kuminga, dans son intérêt à lui et dans sans doute celui des Warriors, un sign and trade, comme tu l'as dit, c'est ce qu'il y a de mieux, un sign and trade. Il y a moyen de négocier un espèce de sign and trade avec Milwaukee. Peut-être que la valeur de Kuminga a monté aux yeux de Milwaukee, peut-être qu'il n'atterrira même pas à Milwaukee dans ce cadre de ce trade dont je parle, mais tu peux éventuellement commencer à package Kuminga qui reprend de la valeur plus une partie des 9 picks, je dirais qu'il faut en mettre au moins 6. Sincèrement, je pense les 4 d'office, non protégés, ceux qui vont au-delà de la carrière de Stephen Curry, ou t'es Milwaukee, tu bêtes sur Giannis, il va commencer à décliner, peut-être ça passera pas bien, Curry il sera plus là, je prends ces picks-là, je veux au moins 2 swaps, donc 6 picks, peu importe qui tu dois rajouter, Podziemski, Moody, etc. Et comme je l'ai dit souvent, ce qui est intéressant, je pense, pour les Bucks, c'est quand même de pouvoir récupérer leurs picks. Peut-être que Kuminga, il peut aller ailleurs pour que tu puisses récupérer tes pics. Ou alors, Kuminga même, il va à Milwaukee, mais par exemple, Podziemski, il se retrouve à Atlanta. Il a un petit salaire, c'est facile à mettre. Podziemski, il va à Atlanta. Est-ce que Podziemski peut valoir un first pick, par exemple? Je ne sais pas si les Hawks vont se dire Podziemski, ça vaut un first pick. Là, c'est pas sûr, tu vois. Mais tu peux éventuellement demander à Atlanta qu'Atlanta te rende un de tes picks et en échange, il récupère Podziemski. Il y a Moody qui peut être mis dans le deal. Va savoir qui tu as besoin de mettre dans le deal. De toute façon, si tu es Golden State, tu seras prêt à lâcher même Trez Jackson Davis. Je sais qu'il n'y a pas énormément de jeunes, mais il y a quand même pas mal de jeunes. Et si tu as 6 picks plus Kuminga et que tu veux faire un peu aussi aider Giannis, aujourd'hui, où est-ce qu'il a le plus de chances de gagner le titre sur le court terme? Parce que Giannis, il peut viser que du court terme. Il ne peut pas viser dans 5 ans. Hein. Il a déjà 31 ans. Il ne peut pas viser Wembanyama dans 5 ans. Tu préfères être dans les 2-3 prochaines années avec Wembanyama et Fox ou avec Curry, Butler dans l'organisation des Warriors, Steve Kerr, Draymond Green? Parce que là, dans ce cadre, tu as les 4. Sur 2 ans, tu as quand même plus de chances, je pense, de gagner, si tu es Giannis, de gagner un titre aux Warriors, sachant que tu atterris dans une
déjà dans une super ville, tu vois, San Francisco, etc. Et dans une super organisation où tu sais que même quand Curry va partir, tu vas être chouchouté. Alors, d'une, c'est super intéressant. Vraiment, tous les atouts que tu mets en avant pour les Warriors, j'avais pas du tout pensé. Je vais commencer par répondre à ta question que tu poses à la fin. Moi, si je suis Yanis, je préfère être à San Antonio. Je préfère être Ah à ouais? San Antonio qu'aux Warriors. Parce que là, si Stephen Curry, là, il termine blessé, s'il se blesse, tu te retrouves avec quelle équipe? Dans quelle équipe tu te retrouves pour la suite? Je veux dire, alors Yanis, il est plutôt jeune. C'est aussi un joueur qui a été blessé, alors pas cette saison, mais les saisons précédentes. Mais l'avantage d'une destination comme OKC, Houston ou San Antonio, de mon point de vue pour Yanis, c'est que tu dis, bah, il y a suffisamment de jeunes pour que eux puissent me porter sur la fin ou que on puisse être compétitif. Alors, il y a déjà, t'es jamais sûr d'être champion, mais je pense que tu as plus d'opportunités de te dire, bon, bah, si on n'est pas champion l'an prochain, ce sera peut-être l'année d'après, ce sera peut-être l'année d'après. Sur la globalité, en fait, ça t'offre une fenêtre qui est quand même plus importante que si tu te retrouves aux Warriors, de mon point de vue. Et du point de vue des Bucks, je pense vraiment pas que les Warriors, malgré tout, du point de vue des Bucks, je pense pas que les Warriors puissent offrir le meilleur package, parce que Kuminga, c'est cool, mais si tu peux extorquer Amen Thompson de Rockets, Chet Holmgren d'OKC ou le deuxième choix de la draft 2025 des Spurs, est-ce que c'est pas plus intéressant pour les Bucks? Et pour terminer, pour les Warriors, je trouverais ça hyper dangereux quelque part parce que, enfin, hyper dangereux. Si tu veux être champion, il faut prendre des risques, bien sûr. Mais c'est-à-dire que là, si pour une raison ou une autre, ça marche pas, que Stephen Curry se blesse ou qu'il est plus Stephen Curry et plus vite que ce qu'on... Alors plus vite que ce qu'on pense. C'est pas ça, parce que déjà, il a étendu son prime de manière folle aussi. Hein. S'il n'y avait pas LeBron, on parlerait du prime à rallonge de Stephen Curry, honnêtement. Derrière, tu te retrouves bloqué, en fait. Tu te retrouves complètement bloqué. Et tu dis, bon, bah, notre seule chance, ça sera à nouveau d'essayer de retrader Yanis quand il sera sur la fin de carrière en espérant qu'il ait suffisamment de valeur pour qu'on récupère des assets. Je trouve ça, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à voir Yanis, un scénario dans lequel Yanis atterrirait aux Warriors. Après, je me trompe peut-être. Mais pour Yanis, même pour lui, tu vois, je suis pas sûr que ça soit la meilleure destination. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Déjà, je pense qu'en fait, il y a une différence de timeline très importante avec les Spurs. Et même dans le cadre juste de Yanis lui-même, d'avoir des coéquipiers de son âge, des stars avec qui connaît déjà, qu'il a déjà fréquenté, plutôt qu'une équipe jeune. Parce que Wembanyama, il y a aussi l'incertitude sur la thrombose veineuse. Tous ces jeunes dont on parle, il y a l'incertitude. Devin Vassell, au final, tu vois, il y a eu un peu de stagnation. Harper, on ne sait pas. Tu vois, on sait à la fac, mais on ne sait pas en NBA. Castle, on ne sait pas non plus encore aujourd'hui. Je ne suis pas certain que les Mais Harper, Spurs... il sera pas là si Yanis Oui, oui, si Yanis, débarque. oui, bien sûr. Mais je suis pas convaincu que là, dans les 2-3 ans, après, tu as raison sur la longueur de la fenêtre, mais je pense que Yanis, il peut pas miser sur la longueur de la fenêtre à son âge. Je pense qu'il est plutôt sur l'instant T. Et je trouve, et même juste, je me suis jamais mis du point de vue des Bucks, parce que là, je pense qu'en fait, les Bucks, si ça vient d'Yanis, je pars du principe qu'il y aura une liste de destinations. Peut-être que par contre, effectivement, les Spurs en feront partie. Et là, dans ce cas-là, les Bucks choisiront peut-être une éventuelle offre des Spurs. Je suis pas convaincu que les Spurs soient maxi chaud. On sait que c'est une équipe intelligente qui aime aussi prendre son temps. Après, moi, pour la science, j'aimerais voir Yanis Wembanyama. Mais je suis pas certain que les Spurs, ça fit complètement leur timeline de faire venir Yanis. Je sais que c'est une rumeur facile, San Antonio, Yanis, ils ont eu le deuxième choix. Il y a tout le truc avec Wembanyama. Wembanyama, depuis qu'il est en NBA, dès qu'il y a une superstar, qu'il y a une rumeur, on l'envoie à San Antonio par principe. Même Kevin Durant, récemment, tu vois, je ne suis pas certain que les Spurs n'ont jamais dégainé avant de faire Fox. Et quand ils ont dégainé, c'était sans même sacrifier un de leurs jeunes joueurs. Je ne suis pas certain que les Spurs soient aujourd'hui complètement dans ce mode-là. Mais imaginons effectivement que ce soit le cas. Je pense que l'offre des Spurs peut être meilleure, ça, il n'y a aucun doute. Si les Spurs y vont, il y aura un meilleur package à proposer. Pour Yanis, je ne suis pas méga convaincu que ça soit mieux pour lui. Pour les Spurs, je ne suis pas méga convaincu que ça soit ce qu'il y a de mieux. Et pour Houston, pareil. Et Houston, de ce qu'on a comme Intel pour l'instant, même s'il faut se méfier évidemment, c'est qu'eux aussi aiment beaucoup leur roster, en fait. Et aiment beaucoup Amen Thompson et croient beaucoup en leurs jeunes. Et peut-être ils sont... Après, voilà, pour Yanis, je pense qu'ils feront le deal. Mais regarde, maintenant je suis Yanis, je réfléchis à Houston Golden State. Bien sûr, sur le long terme, Houston a plus de jeunes. Par contre, les Warriors viennent de sortir les Rockets.
Tu vois, je veux dire, il n'y a aucun doute que dans les 3 ans à venir, si je suis Yanis, je me fais confiance, je mise pas en termes de blessures. Tu vois, je ne suis pas sûr que les athlètes ils vont réfléchir, ah, Curry va se blesser. Si Bah, c'était t'es Kawhi, obligé, il a 37 ans. oui, mais si 37 c'était ans. Kawhi, mais je sais pas si, je suis pas certain que les athlètes, peut-être que je me trompe, je suis pas certain que, on a un point de vue de journaliste, tu vois, d'observateur. Je suis pas sûr qu'un joueur, il va penser, faudrait qu'un joueur pro commente pour nous dire ça, mais je suis pas sûr qu'un joueur, il va forcément complètement penser comme ça. Et surtout, Curry, c'est pas Kawhi, même s'il a effectivement un certain âge. Je me dis, bah non, à Golden State, j'ai beaucoup plus de chances d'être champion qu'à Houston dans les 3 ans à venir. Euh, et pour OKC, je les écarte de la discussion. Ça m'étonnerait en fait qu'OKC Moi, je pense qu'ils sont dans la soit dans la course. discussion. Ils ont un package énorme. Ils pourront faire OKC pourra faire ils pourront faire ce qu'ils veulent, en fait. S'ils le veulent, c'est eux qui auront le plus beau package à proposer. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas, mais je suis pas, c'est comme, en fait, j'ai l'impression que ces équipes-là, je suis pas, les équipes très jeunes, OKC, c'est l'équipe la plus jeune de la ligue, ils sont en position de gagner le titre. S'ils vont en finale NBA, ça m'étonnerait qu'ils fassent Yanis. En fait, je suis d'accord avec toi sur le principe, dans le sens où c'est jamais fait, ça se fait pas. Mais je pense qu'ils devraient y réfléchir parce que OKC ou Houston, ils peuvent kiffer leurs jeunes autant qu'ils veulent. Ils pourront pas tous les garder. Ils pourront pas tous les garder. Donc au moment, est-ce que tu veux vraiment t'accrocher à un tel pendant 2 ans de plus, sachant qu'après tu pourras pas le garder, ou avoir un mec qui est l'un des 3 meilleurs joueurs de la planète et l'ajouter dans ton équipe qui est déjà performante? OKC, en fait, non, tu peux les garder. Tu Tu peux pas peux en pas garder tous les 5. garder. Holmgren, Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander, ils peuvent tous les garder. Oui, ils peuvent garder ces 3-là. Mais je veux dire, une des raisons de la qualité du jeu d'OKC, c'est justement qu'ils ont ces 3 super joueurs-là qui sont entourés d'autres role-players qui jouent très bien, en fait. Mais c'est Sinon, la même chose s'il y avait Yanis. Ils auront moins de profondeur. Il prend aussi un. En fait, c'est le même non, mais la principe. différence, c'est que tu remplaces. La différence, je suis d'accord, il y aura moins de monde autour, mais tu as un mec qui est potentiellement MVP en puissance, en fait. C'est la différence, elle est énorme. Ouais, oui, mais je sais, ça je suis d'accord. Mais je dis l'argument de on peut pas tous les garder. Pour moi, c'est pas un bon argument. Et parce que comment dire, ça marche. En fait, ça c'est la logique qui a fait que tu transfères Josh Giddey. Mais c'est pas la logique qui fait que tu transfères une pièce majeure. Parce que l'idée, si tu arrives en finale avec Holmgren, Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander, ton principe, ça peut être de te dire ces 3 gars-là vont suffire à ce que je gagne un titre un jour. On est les plus jeunes. Peut-être on a même déjà gagné cette année. On gagnera dans le futur. J'ai pas besoin de changer mes pièces majeures. En fait, j'ai déjà mes Ok. pièces majeures. Ce qui compte, c'est ce que je mets autour. Ça n'a pas marché peut-être parce que mes pièces majeures n'étaient pas prêtes. Mais j'ai déjà mes pièces majeures. J'ai déjà mon meilleur joueur chez. J'ai déjà ma deuxième, ma troisième option. Après, mais là, je fais exprès de prendre l'argument. Je suis d'accord que OKC a le meilleur package. Et moi, si je suis le Thunder, si je suis pas champion, bien sûr que comme toi, je me dis, mais attends, si j'aligne Jalen Williams, Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander, qui nous arrête? Je suis d'accord avec toi. Je me dis, personne m'arrête. Ça, je te rejoins à 100%. Après, la question va se poser, effectivement, mais tu vois, même Houston, en fait. J'ai du mal à voir, en fait. J'ai du mal à voir. Honnêtement, j'ai du mal à voir pourquoi Yanis penserait qu'il a plus de chances de gagner un titre dans les 3 ans, parce que tu peux pas tout miser sur une saison, en fait. Dans les 3 ans, est-ce qu'il a plus de chances de gagner un titre avec les Warriors qu'avec l'une des 2 autres équipes où tu dis, bah eux, ils vont continuer à progresser. Donc si c'est pas l'an prochain, l'année d'après, ça sera peut-être mieux. Les Warriors, si c'est pas l'an prochain, l'année d'après, ça pourra pas être mieux, en fait. Ça pourra pas être mieux parce que tes joueurs majeurs, Draymond Green, Stephen Curry, Jimmy Butler, ils auront tous pris un an de plus. Donc en fait, tu mises tout sur une saison, en gros. Je pense que tu mises sur un peu plus qu'une, sachant qu'en plus Butler, après, il est free agent et Draymond Green aussi, donc tu peux toujours retourner autour de Curry et Yanis très vite. Ouais, mais Mais très pas si sincèrement, vite que ça, hein. Pas si regarde, vite que ça. Parce que Jimmy Butler et Draymond Green, ils seront en fin de contrat, mais du coup, comment tu les remplaces? bah, Tu vois, c'est impossible. Tu signes un mec. Bah, tu signes un mec. D'un Ah, coup, mais tu tu as vois, 60, ok. t'as 60 millions de libres sous le cap et tu as encore Curry Yanis. Tu peux faire venir un mec. Tu signes mais il n'y en a pas beaucoup qui sont venus, en fait. Que ce soit aux Warriors ou n'importe où d'autres, en fait. Des free agents de cet impact-là, ils arrivent jamais. Ça arrive pas, en fait. C'est par des trades que tu les as. Où tu as la place sous le cap pour. Après, c'est vrai que tu n'as plus les assets pour faire un trade. Mais regarde, honnêtement, hein, tu penses que tu as plus de chances de gagner avec Alperen Sengun et Jalen Green sur 3 ans ou avec Jimmy Butler, Stephen Curry, Draymond Pourquoi tu Green? me mets Jalen Green? Pourquoi tu mets Jalen Green? Pour moi, il est plus là, hein, si tu fais, si C'est t'es Houston, Bah, dans ok. les joueurs Bah, qui donc, partent, il y a avec Jalen Green dedans. Bah, donc, il te reste Alperen Sengun et qui alors? Et Fred VanVleet? C'est qui ton troisième meilleur joueur derrière Yanis? En fait, il y a d'autres assets. C'est que Houston, ils peuvent faire ce deal-là et faire d'autres deals, en fait. Ils ont plus d'assets. Mais là, du Parce coup, que, financièrement, on en revient au même point. Tu peux pas faire Yanis et Devin Booker.
Tu peux pas. Non, non, ça, je suis Ça, d'accord. c'est En fait, impossible. la différence, non, mais c'est un très bon argument ce que tu as pour les Rockets. Je partage complètement. C'est pour ça que moi, finalement, sur le papier, les deux options, si je suis Yanis, j'essaie d'aller à OKC, mais je comprends qu'OKC puisse dire, bah non, ça nous intéresse pas, ou j'essaie d'aller aux Spurs. Parce qu'au bout du compte, alors tu as raison, il y a les questions autour de la santé de Victor Wembanyama, mais si tu es San Antonio, en fait, je comprendrais pas que tu n'essaies pas de le faire, parce que là, c'est vraiment le coup d'accélérateur. Il n'y a qu'une seule fois peut-être dans ta timeline que tu pourras le faire, ça. Ouais, Faire ça, c'est venir un sûr. joueur comme Yanis, qui est encore dans son prime, avec la domination dont il est capable des deux côtés du terrain. Il n'y a qu'une seule fois dans la timeline de Victor Wembanyama, peut-être, où la situation se présentera. Et là, je pense que si tu es Yanis, le jeu en vaut la chandelle, quelque part. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord que les offres potentielles des Spurs, du Thunder, on verra effectivement sur ce dossier comment ça se goupille. Moi, je vous fais le pari, en tout cas au moins, que la cote des Warriors, on va commencer à parler des Warriors comme une destination d'Yanis. Et je trouve ça presque rassurant pour eux que pour l'instant, ils ne soient pas trop cités. Parce que généralement, c'est jamais dans l'équipe la plus évidente que le gars finit par arriver. C'est vrai. On l'a toujours vu sur les dernières saisons. Sauf pour Anthony Davis aux Lakers. Sauf pour Anthony Davis aux Lakers, effectivement. Parce qu'il y avait carrément un deal d'abord qui avait, je sais pas si tu te souviens, il y avait un deal en février qui avait capoté. Il y a eu un truc avant même, il avait failli être transféré 6 mois avant son transfert effectif. Mais en tout cas, je fais le pari que la cote des Warriors va monter. Et s'il finit à Golden State, je serais honnêtement, moi, pas surpris. Mais on verra comment tout ça se goupille. Il y a des dernières petites infos dont on voulait parler, Théo. C'est ce qui s'est passé du côté du NBA Draft Combine, euh, notamment Cooper Flag, qui s'est exprimé sur les Mavericks. Et d'ailleurs, ça me fait marrer comment on est à un mois de la draft. Et là, j'aime bien. D'ailleurs, je suis content qu'on ne mette pas de faux semblants, que ça ne soit pas en mode ouais, mais on ne sait pas où je vais finir. Alors, il est très ouvert. Il serait apparemment très excité à l'idée de jouer à Dallas. Son camp serait notamment très enthousiaste sur le fait d'arriver dans une équipe de play-off et pas dans une équipe en reconstruction. Et lui-même a reconnu, il a commenté publiquement la situation des Mavs et il a dit il y a quand même des super pièces. Donc ça peut être un projet très excitant. Ouais, on en parlait un petit peu dans le podcast qu'on a fait lundi sur les résultats de la loterie. Je pense qu'on était alignés, Antoine. Pour Cooper Flag, je pense que c'est une bonne opportunité, en fait. C'est parfait. Alors, regarde, Chet Holmgren, finalement, il est bien content d'être tombé dans une équipe qui était déjà fonctionnelle et qui était bonne, plutôt que de se retrouver dans une équipe en reconstruction totale. Donc, je suis pas étonné des propos de Cooper Flag. Et je pense que pour lui, en tout cas, c'est une bonne destination. Ouais, pareil, moi je te rejoins complètement là-dessus. Je l'ai déjà dit. Je pense que Dallas, ça va être un bon fit. Et apparemment, son camp apprécie aussi le fait qu'il va pouvoir jouer 3, que les Mavericks n'ont pas de créateur à proprement parler en l'absence de Kyrie Irving et que du coup, ça va lui permettre d'avoir des opportunités, d'avoir le ballon entre les mains. Ce qui aurait été aussi le cas dans des équipes faibles, mais c'est quand même bien plus intéressant quand c'est Anthony Davis qui vient de poser des pics, quand tu as la menace verticale de Derek Lively, quand tu as Klay Thompson dans le corner à qui faire la passe. Ça n'a rien à voir si tu vas jouer avec Bilal Koulibaly, Alex Sarr. No offense pour nos Français que j'adore, tu vois, mais je veux dire, on n'est pas du tout sur le même truc. Si tu arrives au Hornet, c'est Lamelo, tu dois coltiner les tirs de Lamelo en première intention à 11,50 m à main gauche, tu vois. Je veux dire, c'est quand même autre chose d'aller jouer à Dallas pour Jason Kidd. Apparemment, les Mavs chercheraient un meneur, ça serait leur priorité de l'intersaison pour tenir le coup en attendant. C'est ce qu'on s'était dit après la loterie tous les deux. Ouais. Exactement. Et pour le Combine, pour finir, sur les Français notamment, Jonathan Givony, le spécialiste ESPN de la draft, ils lui ont demandé quel joueur avait le plus impressionné. Il a fait un papier sur les joueurs qui ont le plus impressionné lors du Combine. Le tout premier joueur qu'il a cité, c'est Maxime Reynaud, qui a mis 20 points et 9 rebonds avec 3 passes et quelques 3 points, etc. En seulement 25 minutes lors des scrimmages. Apparemment, Maxime Reynaud a fait forte impression. Il a annoncé entre la 30e et 40e place. Ouais, c'est cool. Et puis, c'est pas si étonnant parce que c'est marrant, après nous avoir voulu nous faire croire que les grands, c'était fini, que tout était small ball. Là cette année, enfin, depuis, pas que cette année, en fait, ça fait honnêtement depuis 2-3 ans qu'on voit bien à quel point, à nouveau, les équipes ont besoin d'un pivot. C'est juste que ce qu'on attendait des pivots a un petit peu changé, mais les équipes ont toujours autant besoin de grands gabarits. Donc c'est très bien si Maxime se montre à son avantage. Là. Oui, non, tout à fait, c'est clair. Maxime Reynaud, du coup, 22 ans, 2,16 m, sacrée mensuration quand même, pivot capable de shooter. Et tu as raison, et puis je pense que les Akidi, tu vois, tous ces mecs draftés récemment montrent que voilà, il y a un petit regain, comme tu disais, pour les grands
Regarde Yves ça Missy, peut qui a jouer. été l'un des meilleurs rookies cette année. Il y en a un paquet au bout du compte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, espérons que ça se goupille bien, que se goupille bien. Il y aura encore des workouts et des entretiens éventuellement pour Maxime Reynaud pour faire monter sa cote. Et a priori, éventuellement, s'il est drafté dans la trentaine de pics, se retrouver peut-être avec un contrat garanti, même en étant pris au second tour. Donc ça serait évidemment cool pour lui. Théo, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. J'ai pas percuté quel match il y avait cette nuit-ci. C'est OKC Denver, le Game 6. Voilà, ça Ah oui, sera. On aura un ça Game va être 6 chaud. magnifique entre OKC et Denver. J'espère vraiment que ça ne sera pas un blowout. C'est tout ce que j'espère. J'espère qu'on aura un vrai game. Les Nuggets, il y a quand même 3 joueurs qui ont joué plus de 40 minutes. Il y a quoi? Il y a même pas un jour et demi. Donc ça peut être compliqué. On débriefera ça demain. Et cet après-midi, sur le replay de la Late Session sera disponible. Si je dis pas de bêtises, on est jeudi. Ouais, c'est ça. Impeccable. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Ciao, ciao.